Mes plus que frères et mes plus que sœurs, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Nous commençons la partie du passé que nous avons appelée Historia 1. Toutefois, il est bon de nous souvenir que l'histoire, c'est la connaissance que nous avons de la vie que nos aînés ont menée à leur époque. Et nous savons tous que les êtres humains sont capables d'accomplir les choses les plus belles et les plus horribles. Il est donc normal que le passé nous dérange. Cependant, nous ne devons ni l'inventer par fierté ou par peur des préjugés. Que rien ne nous conduise à le reconstruire comme nous le souhaitons, car si nous considérons les faits comme des écritures, nous dirions que nos ancêtres les ont déjà rédigés. Ainsi, notre devoir est de respecter toute l'histoire que nous avons héritée d'eux, car la dénaturer pour qu'elle soit à notre goût lui enlève toute son authenticité. En fait, toute histoire dénuée de son authenticité n'est rien d'autre qu'un conte. Alors, prenons notre histoire telle qu'elle a été vécue par nos ancêtres. Autrefois, la traite négrière existait. Tout ce qui a été accompli pour maintenir ce commerce est désagréable à apprendre, mais les principaux acteurs sont nos ancêtres et les Européens. Nous mettons facilement la faute sur les Européens alors que nos prédécesseurs ont leur part de responsabilité dans cette tragédie, sans doute parce que l'esclavage était déjà pratiqué parmi les divers peuples autochtones noirs, et ce pour de nombreuses raisons. Ceci a favorisé le développement rapide du commerce des Noirs à travers le Sahara et l'océan. En ce qui concerne la traite transatlantique des esclaves, nos souverains ont défini les endroits sur leur territoire où ils peuvent commercer avec les Européens. Voilà pourquoi nous ne devons ni les disculper, ni restreindre leurs responsabilités, parce que la majorité des personnes vendues en tant qu'esclaves ne sont pas venues aux divers points de commerce de leur propre volonté. Ce sont les propriétaires d'esclaves autochtones et les marchands d'esclaves autorisés par ces chefs locaux qui les y ont conduits. Tout cela prouve que nos ancêtres ont consenti à ce commerce et y ont pris part en toute conscience. C'est pour cette raison que nous devons arrêter d'avoir de l'aversion pour les morts, les Arabes et les Européens à cause du passé, car cet état d'esprit-là est une source d'amertume constante. D'ailleurs, que gagne-t-on à ressasser des faits auxquels nous ne pouvons rien changer? Et si nous étions là, qu'aurions-nous fait? L'histoire a voulu que nous ayons la preuve tangible de la traite des Noirs dans notre pays. Acceptons ce fait tout simplement, sans verser dans l'apitoiement. Personne ne conteste que l'histoire peut être une source de joie et de tristesse. C'est pourquoi il est dans notre intérêt d'être attentifs, car le bien et le mal que nous accomplissons maintenant dans notre pays deviendront l'histoire que nous léguerons aux générations futures. Alors, quelle histoire souhaitons-nous laisser en héritage à tous nos futurs compatriotes? Quelle histoire voulons-nous écrire à partir d'aujourd'hui? Que chacun réfléchisse à cela et réponde à soi-même. Plus que frères et plus que sœurs. La colonisation, nos aînés l'ont aussi vécue. Comme toute histoire, il y a du bon et du mauvais. Il y a ce que les Européens ont fait et ce que nos ancêtres ont fait. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé, car Historia 1 sera composé d'une série de vidéos pour nous permettre de comprendre comment le Sénégal est devenu une ancienne colonie française. Compte tenu du fait que c'est un sujet très vaste, nous ne nous focaliserons dans un premier temps que sur la partie occidentale de notre pays. Nous parlerons donc chronologiquement des événements principaux qui s'y sont produits avec des citations à l'appui. Je commence d'ailleurs par un passage
tiré des notices sur les colonies françaises publiées en 1866 sur ordre de son Excellence de Chasseloup-Loba, ministre secrétaire d'État de la Marine et des colonies. Voici ce qu'il indique. Le Sénégal est la plus ancienne colonie de la France. C'est en 1364 que les navigateurs normands commencèrent à former divers établissements commerciaux sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis l'embouchure du Sénégal jusqu'à l'extrémité du golfe de Guinée. Le Sénégal a d'abord été appelé Zenaga par les navigateurs du nom de l'ancienne peuplade berbère Zenaga qui habite sa rive droite. Fin de citation. Voyons à présent les autres versions concernant l'étymologie du nom du fleuve Sénégal, nom qu'il a donné à tous les territoires qui forment notre pays. Il nous a été raconté qu'un Européen aurait demandé à des pêcheurs le nom du cours d'eau en pointant du doigt. Les pêcheurs, pensant qu'il désignait leur pirogue, lui répondirent en wolof « Sunugal ». On dit que c'est de là que vient le toponyme Sénégal. Cette interprétation est très proche de ce que dit David Boilat dans son livre « Esquisse sénégalaise » publié en 1853. Je le cite. La découverte du Sénégal est donc due à Denis Fernandez en 1446. C'est le premier Européen qui passa l'embouchure de Sénégal et lui donna ce nom, nom facile à expliquer quand on connaît la langue wolof, car il l'appelle Sanaga ou Sénégal. Il me paraît évident qu'il dut demander au premier piroguier qu'il rencontra le nom du fleuve. Celui-ci crut qu'il demandait le nom de sa pirogue et lui répondit « Samagal, mon bateau », ou bien Sumogal, nos bateaux, et qu'il crut entendre Sanaga pour Samagal ou Sénégal pour Sumogal. Fin de citation. Selon une autre relation, les premiers Européens qui abordèrent sur cette côte ne rencontrèrent aucun habitant mâle. Aux questions qui leur furent adressées, les femmes répondirent « Tiasunugal », c'est-à-dire « ils sont sur nos bateaux ». Ce que disent les Portugais à propos du nom du fleuve est tiré du livre publié par Santarém en 1842. Il affirme ceci. Barros, en parlant de la découverte du Sénégal par les Portugais et du premier établissement qu'ils y fondèrent, dit « Nous l'appelons généralement Sanaga, du nom d'un des souverains du pays avec lequel les nôtres firent du commerce lors de la découverte. » Fin de citation. Donc, pour les Portugais, le fleuve qu'ils ont appelé Rio Sanaga ou Rio da Sanaga vient du nom d'un mort appelé Zanaga qu'ils ont nommé Sanaga, qui est devenu par la suite Sénégal. Quant à David Boilat, il a donné son point de vue. Il a même imaginé la discussion entre le pêcheur et le navigateur portugais. Pour notre part, ce toponyme est lié au peuple Zenaga, car nous savons que le cours d'eau concerné sépare depuis quelques siècles les peuples qui se disent maures ou berbères ou arabes des peuples noirs que nous sommes. À cela s'ajoutent les assertions suivantes. Premièrement, les Zenaga, appelés aussi Azoneg ou Azanek ou Azanak ou Azenek ou Sanhadia ou Sanhaga ou Sénèque, ont vécu et dominé dans cette région occidentale du Sahara avant que certains d'entre eux ne remontent en Afrique du Nord. Deuxièmement, il existe des peuples issus du métissage entre les Zenaga et d'autres tribus. Troisièmement, les Zenaga ont une langue, même si la plupart d'entre eux ont adopté l'arabe au détriment de la leur. Nous pensons donc que Sénégal vient de Zenaga en passant par une variation pour devenir d'abord Sénaga. Car dans tous les vieux documents, il a été écrit Sénéga, tout court. En voici des exemples. La rivière de Sénéga, la rivière du Sénégal,
notre habitation du Sénégal, l'île de Sénégal, le pays du Sénégal. Nous rencontrons aussi la mention Royaume Sénégal ou Royaume de Sénégal, qui correspond au Grand Jolof. Après sa dislocation, cette appellation a été donnée à d'autres royaumes plus petits. Notre constat est donc que Sénégal a été plus utilisé, même si l'on rencontre quelquefois Sanaga ou Zénéga. La lettre L qui de nos jours est à la fin n'y était pas. Est-ce une omission? Nous ne le pensons pas. Le moment où l'on voit un L concerne un navire normand surnommé le Sénégalois en 1628. Ce n'est pas un jeu de mots parce qu'à cette époque, les habitants de la France étaient considérés comme des François plutôt que des Français, ceux d'Angleterre des Anglois, ceux de Hollande des Hollandois. Compte tenu de tout cela, nous en déduisons que le L est apparu parce que les Normands voulaient associer le nom sénégalois au bateau, au voyage, au royaume de Sénégal, au fleuve Sénégal, aux habitants du Sénégal. Ce sont tous des noms masculins. Tout cela renforce notre conviction que Sénégal n'est pas issu de Sunugal. Tout compte fait, l'étymologie du toponyme Sénégal est liée à ce que nous appelons communément les Nards. Depuis plusieurs décennies, nous débattons sans nous pencher sérieusement sur la question. Pourtant, il ne s'agit pas d'une réalité dépourvue d'intérêt, car il s'agit d'un pays nommé Sénégal, à l'évocation duquel des millions de personnes répondent. Ne pensez-vous pas que le moment est venu pour nous de retenir l'étymologie qui a les fondements historiques les plus authentiques? Doit-on continuer à discuter là-dessus parce que Sunugal est issu du Wolof qui est une langue bien de chez nous? L'idéal aurait été que Sénégal trouve son origine dans le Wolof, mais l'histoire en a décidé autrement. Pourquoi ne pas lui donner raison, vu que l'histoire authentique ne sera jamais à notre convenance? C'est alors à nous de trouver notre place dans celle-ci, pas le contraire, sinon nous serons superficiels parce que manquant de véracité. Il est vrai que nos relations avec les Maures ou Berbères ou Arabes n'ont pas été des plus cordiales. Cependant, c'est cela l'histoire. De manière générale, il n'y a pas que des faits dramatiques, car la religion que nous pratiquons majoritairement dans notre pays nous est parvenue à travers les Nards. N'oublions pas aussi que nous avons des compatriotes Nards dont la présence remonte à plusieurs siècles. Alors, favorisons le vivre ensemble. Quant à l'image à laquelle renvoie Sunugal, elle est très belle, mais nous pensons que nous pouvons la mettre plus en évidence en l'adoptant comme style de vie, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, qu'il apparaisse que nous sommes empreints de la conscience que nous sommes tous dans un même bateau. Dans son livre Le Zénaga des tribus sénégalaises, publié en 1877, Faidherbe écrit, je cite, « Les Zénagas, dont le nom écrit par les Arabes est devenu Senhadja, s'étaient étendus dans les régions du sud du Maroc jusqu'au Sénégal, dont les deux rives étaient alors habitées par les Noirs et les Pouls. Nomades, braves et farouches, ils parcouraient ces contrées brûlantes avec leurs chameaux, qui faisaient leur principale richesse, et trafiquaient avec les Noirs, à qui ils achetaient de l'or et des esclaves, en échange de leurs chevaux et du sel-gemme qu'ils apportaient de divers points du Sahara. Dans le 5e siècle de l'Hégire, 11e siècle de notre ère, les Zénagas des bords du Sénégal, fleuve auquel nous avons donné leur nom, et que les écrivains arabes ont confondu avec le Niger sous le nom de Nil des Noirs, jouèrent un grand rôle dans le monde. » Fin de citation. En effet, le fleuve Sénégal a d'abord été considéré comme un bras du Nil côté occidental. Le Nil, pour rappel,
C'est le nom du fleuve qui se jette dans la mer Méditerranée à hauteur de l'Égypte. Ensuite, le Sénégal a été confondu avec le fleuve Niger. Par la suite, ils ont pensé que c'est un bras du fleuve Niger lorsqu'il se jette dans l'océan. Le fleuve Gambie a été considéré comme le deuxième bras. Ceci nous montre que ce qui paraît évident maintenant ne l'était pas jadis. Dans la dernière citation, Faidherbe fait référence aux Noirs et aux Peuls, parce que les anthropologues européens appelaient Noirs les autochtones tout noirs de peau. Comme les Peuls avaient une couleur de peau plus claire et des traits différents, ils les ont classés autrement. Les choses ont changé aussi à ce niveau-là. Voilà. C'est tout ce que nous avons prévu de partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre écoute. Vous trouverez sur la page Facebook RAP toutes les sources. En attendant la prochaine vidéo qui portera sur la découverte du Sénégal, que Assalam nous donne la paix.